Bonjour à tous. Je vais vous parler de la contrainte climatique et énergétique. L'objet, c'est de dresser un état des lieux de qu'est-ce qu'on sait et qui sait quoi sur la contrainte énergétique, qu'est-ce qu'on sait et qui sait quoi sur le changement climatique, et on verra même dans une troisième partie les implications que ça peut avoir au niveau de nos modèles de développement. Avant de rentrer dans la contrainte énergétique à proprement parler, à savoir les contraintes de stock, de réserve et de production, on va parler de ce qu'est l'énergie. L'énergie, à la base, c'est une grandeur qui permet de caractériser un changement d'état dans un système. C'est ce qui permet une modification de température, de forme, de position d'un corps dans un champ. Cette énergie, comme il y a un changement d'état dans un système, c'est un marqueur de notre pression sur l'environnement. À chaque fois qu'on crée de l'énergie, on marque notre environnement. Rappelons aussi qu'on est dans un système clos, qu'il n'y a pas de production d'énergie ex nihilo. Il y a juste une transformation d'énergie en une nouvelle énergie avec prise de bénéfice au passage. L'énergie, pour un énergéticien, c'est souvent la TEP, pour tonne équivalent pétrole. Une tonne équivalent pétrole, c'est 7,3 barils de pétrole, 11 600 kWh, 1200 m3 de gaz naturel, 3 tonnes de bois, 41,8 gigajoules. Et pour nous, le français moyen, l'énergie, c'est souvent le kilowattheure ou le litre d'essence. Le litre d'essence étant égal à 10 kWh en énergie primaire. Si on s'amuse à convertir le kilowattheure en énergie équivalent être humain, un kilowattheure, c'est grosso modo un cycliste qui roule pendant 5 heures. C'est aussi 60 kg qui sont montés sur 3000 mètres de dénivelé. C'est aussi 20 personnes qui soulèvent 18 tonnes de terre sur 1 mètre de hauteur. Mais un kilowattheure, c'est aussi un quart de litre d'essence. Donc on peut dire que quand on met un litre d'essence dans notre voiture, c'est comme si on avait quelqu'un qui pédalait pendant 20 heures sur un vélo, qu'on avait à notre disposition 10 paires de jambes sur une journée ou 100 paires de bras. Nous consommons 129 kWh par jour en France. Vous avez ici le panorama des consommations d'énergie par habitant de différents pays. Donc vous voyez la barre rouge, c'est la France. Donc on est grosso modo à 4 tonnes équivalent pétrole par an. C'est comme si on avait 130 équivalents êtres humains par jour à notre disposition pour faire toutes nos activités donc de la vie courante. Cette énergie donc, qu'on a abondamment, évidemment, ce n'est pas des hommes qui pédalent sur des vélos, ce n'est pas des paires de bras qui remontent des tonnes de terre, c'est pour 80% de l'énergie fossile. Ce point nous amène sur le sujet suivant, qui est donc combien de temps on va pouvoir puiser cette énergie fossile sans qu'on ait de problème. 80% de l'énergie qu'on a aujourd'hui qui nous permettent de vivre comme on vit aujourd'hui provient de l'énergie fossile. Or, cette énergie est limitée. Donc, combien de temps on va pouvoir puiser dans ce stock qui est fini? Et par combustion de cette énergie, et donc prise de notre bénéfice au passage, la combustion de l'énergie fossile génère du CO2. Et la question numéro 2 qui vient, c'est donc combien de temps on va pouvoir mettre du CO2 dans l'atmosphère sans que ça modifie gravement les équilibres naturels. C'est les deux questions que nous allons aborder. Le contexte énergétique. Le stock est limité et inégalement réparti. Il est parfois situé dans des zones à risque politique et on a une production stagnante depuis le début des années 2000. Face à cela, on a une consommation croissante. Le contexte climatique. Aujourd'hui, on émet 2 à 3 fois ce que sont capables de supporter les écosystèmes. Les risques qui ont été évalués par le rapport Stern en 2006, c'est entre 5 et 20% du PIB mondial. Donc, en équivalent Fukushima, ça fait entre 15 et 60 Fukushima par an. C'est ça le risque économique du changement climatique. Donc, vous voyez bien que l'impulsion qui est donnée, et à juste titre, par les pouvoirs publics, les contraintes renforcées réglementaires,
sont faibles, je dirais, à côté du risque économique que nous fait peser le changement climatique. Les questions qui viennent avec cela sont donc comment réagirons-nous donc dans une société où l'énergie ne sera plus abondante et bon marché? Comment réagirons-nous si un de nos fournisseurs de gaz ou de pétrole décide de couper le robinet et de garder l'énergie fossile qu'il a en stock pour lui? On peut très bien imaginer que l'énergie fossile sorte du marché. Il n'y a plus de prix, il n'y a plus de marché puisqu'on garde l'énergie fossile et on ne le vend plus. Quelle sera notre capacité de réaction future si on n'a plus d'énergie abondante? Quel avenir pour nos démocraties, pour la stabilité du monde, etc., etc. Ce sont ça les enjeux des deux parties que nous allons développer. Parler de contraintes énergétiques, c'est avant tout parler d'ordre de grandeur. Pourquoi aujourd'hui on a un problème de contraintes énergétiques? C'est simplement que le confort que nous a amené l'énergie a permis à la population une croissance exponentielle. Vous voyez que grosso modo, entre moins 10 000 avant Jésus-Christ et 1750, on était entre 5 millions et 500 millions. Entre l'an 1 et 1750, la population a doublé en 2000 ans. Entre 1750 et aujourd'hui, la population a été multipliée par 12 en 250 ans. Donc on a une réelle croissance exponentielle de la population. Et quand on va parler du changement climatique, de la contrainte énergétique, en fait, on ne parle que de zéro. On ne parle que d'ordre de grandeur. Souvent, on va vous dire, oui, mais il y a 200 ans, on mangeait du bœuf. Bon, c'est pas exact. Mais quand bien même, il y a 200 ans, on mangeait du bœuf, on n'était peut-être pas 6 milliards. Et encore moins 9 milliards, comme on va l'être en 2050. La population a donc accru de manière exponentielle et la consommation d'énergie par habitant a aussi cru de manière exponentielle. Vous voyez qu'il y a une multiplication par 10 en 100 ans. Le x3 que vous voyez, ça correspond aux 30 Glorieuses. Est-ce qu'on pourra reproduire les 30 Glorieuses et la consommation d'énergie par habitant qui a été rattachée? Je ne sais pas. Vous voyez aussi qu'à partir des années 1970, grosso modo, nous avons une stagnation de la consommation d'énergie par habitant. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle? Peut-être bonne nouvelle. Moi, j'ai envie de voir deux choses. Déjà, rappelons qu'en France, c'est 4 tonnes équivalent pétrole, que les États-Unis, c'est 8 tonnes équivalent pétrole, et que les modèles dominants ou qui sont les modèles de référence sont donc les modèles occidentaux. Donc il n'est pas impossible que cette consommation d'énergie reparte à la hausse pour atteindre donc les moyennes des pays occidentaux. On peut aussi se dire que la troisième révolution économique qui a eu lieu à partir des années 70-80, la dématérialisation, etc., ça ne s'est pas accompagné, et même c'est plutôt l'inverse, d'une baisse de la consommation d'énergie par habitant. Donc, population qui croît de manière exponentielle, des consommations d'énergie par habitant qui croissent aussi de manière exponentielle, ça nous donne donc cette explosion de la demande énergétique au niveau mondial. Donc, vous avez par nature d'énergie la consommation d'énergie primaire qui se situe donc autour de 11 000 gigatonnes équivalent pétrole. Qu'est-ce que nous dit ce graphique? Ce graphique nous dit déjà qu'aucune source d'énergie n'a diminué en valeur absolue. Le charbon a peut-être décru en pourcentage, mais on a toujours consommé plus de charbon. Le pétrole est la source d'énergie principale, et ensuite vous avez le gaz, l'hydroélectricité et le nucléaire. Vous allez peut-être me demander où sont les renouvelables. Ils n'y sont pas, pour la simple bonne raison que ça fait 0,2% de l'approvisionnement en énergie primaire. Les renouvelables sont très peu présents dans notre mix énergétique au niveau mondial. Et au niveau France, c'est pareil. Vous voyez donc que 80% des énergies sont d'origine fossile. L'énergie primaire, c'est celle qu'on trouve dans la nature. L'énergie finale, c'est celle qu'on achète. Pour transformer une énergie primaire en énergie finale, il y a plein de process qui font qu'il y a environ 30% qui sont perdus. Vous avez à droite la répartition de l'utilisation de l'énergie finale. Vous voyez en rouge, vous avez en fait
les facteurs d'émission, c'est-à-dire combien de grammes de CO2 sont mis dans l'atmosphère pour 1 kWh produit à partir de l'énergie. Donc vous voyez que 1 kWh produit à base de pétrole, c'est 260 grammes de CO2. 1 kWh produit à base de gaz, c'est 200 grammes d'équivalent CO2. Donc, dire que le gaz est propre, c'est un raccourci un petit peu trompeur. Le gaz n'est absolument pas propre. Le gaz, c'est juste 20% plus propre que le pétrole. Zoomons un petit peu sur la partie électricité. On a tendance à penser que l'électricité est une énergie propre. Alors propre, on va dire une énergie décarbonée. C'est peut-être le cas en France, puisqu'effectivement en France, on n'a que 10% de notre électricité qui est produite à base d'hydrocarbures. Le reste étant produit à base de nucléaire et d'hydroélectricité. Mais ce n'est pas du tout le cas en Chine, ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas en Italie, en Allemagne, où l'électricité est produite à base de charbon ou de gaz. Regardez la production d'électricité au niveau mondial. Il y a 30% d'électricité qui est produite de manière très très peu carbonée. Tout le reste est produit à base d'hydrocarbures. Aux États-Unis, il vaut mieux faire rouler une voiture à l'essence qu'à l'électricité.